Eh bien, bonjour les amis, je vous souhaite une très belle année 2024. Bon, ça s'annonce mal selon certaines prédictions. Bon, n'ayons pas peur, gardons le moral, gardons notre axe, soyons positifs et ne nous affolons pas. Vous avez remarqué depuis un temps qu'on nous prédit des trucs, le crash boursier, le bidule, le machin, puis c'est toujours différé. Bah, espérons que ça sera encore différé. Bon, c'est sûr que le contexte national et international n'est pas très favorable. Il y a tous les étages de la société, et nous-mêmes, on le voit à notre niveau, notre petit niveau, sur différents trucs qui se passent dans notre vie. C'est pas toujours le pied. Mais tout s'arrange, ça dépend de la façon dont on considère les choses, de la distance qu'on a avec tout ça et de l'axe que l'on suit. Donc suivez votre axe, restez dans la verticalité de votre axe, n'ayez pas peur et tout ira bien. Voilà ce que je me dis et c'est comme ça que j'avance parce que sinon on perd son temps. Je vous souhaite donc une très bonne année. Je vais faire en sorte de faire au mieux pour vous remercier de tout ce que vous faites pour moi, de ces encouragements, de ces jolies choses que vous m'écrivez. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je n'en reviens pas. Et ça me donne une pêche que vous n'imaginez pas. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire sur l'année qui vient beaucoup de choses. J'ai un livre à écrire, donc que j'ai retardé d'ailleurs, parce que j'avais pas du tout la frite physique ni intellectuelle d'ailleurs pour faire les choses ces derniers temps. Donc, bon, je ferai au mieux pour vous sortir au moins 3 vidéos par mois pour que vous soyez distraits et que vous appréciez. J'ai déjà des tas d'idées en tête, j'ai déjà des trucs qui sont préparés. Donc il y aura en général un grand sujet par mois ou tous les 2 mois, et puis des sujets moyens, ou comme celui d'aujourd'hui, ou des petits sujets courts. On fera un petit peu de tout, hein. Voilà. Donc je pense que ça va vous plaire. J'ai des tas d'idées en tête, j'ai découvert des tas de trucs. Donc je vous ferai partager tout ça. Et en tout cas, je vous remercie à nouveau pour votre amitié, votre gentillesse, et on va passer à l'action. L'incroyable histoire que je vais vous conter aujourd'hui, parce que c'est une histoire incroyable, hein, une histoire de réincarnation qui est absolument époustouflante. Il y a Cécile qui est arrivé à un petit garçon, enfin il était tout petit quand ça lui est arrivé, maintenant il est plus âgé, hein, c'est un adulte. Donc cet enfant s'appelait James Leninger, il vivait à Lafayette en Louisiane du Sud, et c'est un cas de réincarnation absolument sidérant. Parce que c'est documenté et parce que les parents ont fait une enquête absolument ahurissante pour essayer, surtout le père qui était sceptique, de trouver de la matière matérielle à ce que leur fils tout petit, puisque ça l'a pris à 2 ans, racontait. Alors, cet enfant est né le 6 avril 1998. Sa maman a eu 6 semaines d'avance sur l'accouchement. Elle a connu des problèmes assez graves durant sa grossesse. Et comme il se développait plus in utero, ben, on a même pensé qu'il finirait handicapé, ce qui ne sera heureusement pas le cas. Et l'accouchement en prime n'a pas été une partie de plaisir pour la pauvre Andrea Leninger, qui était sa maman. Fort heureusement, après un séjour en couveuse, le bébé a survécu à tout cela. Pas de déficit intellectuel, pas physique non plus. Et surtout, bah, avec ce qu'il a vécu dans le ventre de sa maman, bah, il aurait pu être un peu lent. Et bah, c'est tout à fait le contraire qui va se passer. Il est vif comme l'éclair et vous allez voir qu'il est très, 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 très mature pour son âge. Dans la nuit du 1er mai 2000, donc c'était il y a 23 ans de ça, alors qu'il vient de fêter ses 2 ans, mais vraiment parce qu'il est né au mois d'avril, comme vous l'avez vu, eh bien Bruce et Andrea, ses parents, vont être réveillés en sursaut par ses hurlements et ses pleurs. Andrea se précipite, elle le voit dans son lit en train de se débattre sous ses couvertures, et il pousse des hurlements absolument stridents. Comme elle a lu dans un livre, c'est une bonne maman, hein, c'est son premier en plus, comme elle a lu dans un livre qu'il fallait pas réveiller les enfants qui cauchemardaient, que ça pouvait être dangereux pour eux, elle va pas tout de suite intervenir. Bon, l'enfant finira par se calmer un petit peu, maintenant il se débat un petit peu moins fort, ses hurlements s'apaisent un peu, il gémit, donc elle va le réveiller. Elle est un peu étonnée de cette histoire-là, parce que son petit James, en général, bah, il est calme, c'est un enfant calme, il est enjoué, il a toujours l'air heureux, c'est la joie de vivre. Mais bon, ça peut arriver à tout le monde, on sait ce que c'est que les terreurs nocturnes chez les enfants, donc c'est ce qui a dû arriver.
En tout cas, ce qui va la surprendre autant que son mari, c'est que le 4 mai, donc 3 jours plus tard, aux alentours de minuit, alors qu'ils viennent tout juste de s'endormir, ces gens-là, et ben voilà qu'à nouveau, ils entendent des hurlements qui viennent de la chambre de leur enfant. Andrea va se précipiter, Bruce aussi, il s'appelle Bruce, hein, le mari, et il va encore rassurer son petit. Et puis ensuite, elles vont discuter après avec Bruce, qui s'inquiète pas, bah oui, ça peut arriver. Ils viennent d'emménager dans une maison ancienne, ça craque de partout, ça grince. Faut qu'ils s'habituent, ça doit être la cause de ses cauchemars. Pas de la peine de t'inquiéter, ma chérie, ça va se passer. Il va s'habituer. L'ennui, c'est que les cauchemars vont continuer. Et il est bien rare, assez vite, que l'enfant connaisse une ou deux nuits de répit consécutives. Monsieur et Madame Leninger commencent rapidement à trouver difficile de passer des nuits aussi compliquées. Donc un pédiatre va être consulté, il va rien trouver d'anormal chez ce petit garçon, il va rassurer sa maman. Et il est fréquent, en effet, lui dira-t-il, que les enfants aient des terreurs nocturnes. Ils grandissent, ça va passer. Il y a un truc qui a intrigué Andrea. C'est que les cauchemars de James ne le réveillent jamais. Il ne se réveille que quand elle le prend dans ses bras pour le rassurer. 2 mois après le premier cauchemar, les choses en sont toujours au même point. Comme son fils murmure des sons et prononce des mots décousus, elle décide de dresser l'oreille, et peut-être va-t-elle comme ça comprendre la cause des terreurs qui perturbent son gamin. Elle a bien tenté de l'interroger le lendemain pour en savoir davantage, ce qui pourrait le perturber, mais il est très jeune et elle n'a rien pu obtenir de particulier de sa part. Une nuit que Bruce et Andrea le regardent une fois de plus cauchemarder, ils vont l'entendre clairement hurler: accident d'avion, avion en feu. Petit bonhomme peut pas sortir. Les voilà stupéfaits, à quoi il peut donc rêver pour dire une chose pareille? C'est pas ordinaire quand même pour un tout petit de faire des rêves comme ça. Et en plus, il n'est jamais monté dans un avion de sa vie. Donc le lendemain, Andrea Leninger va se remémorer ce que James lui a dit le 14 mars 2000, alors qu'elle se trouvait avec lui dans un magasin de Lafayette, la petite ville où ils vivent. Pour l'amuser, elle lui avait mis entre les mains un petit modèle réduit d'avion à hélice. En fait, c'était la reproduction d'un avion ancien. Et elle lui avait fait remarquer un détail. Tu as vu? Il a même une bombe en dessous. À ce moment, le gamin, qui n'avait pas encore fêté ses 2 ans, je le rappelle, mais qui s'exprimait déjà très bien, lui avait répondu que c'était pas une bombe, mais que c'était un réservoir largable. Impressionnée, elle lui a acheté le petit avion qui ne quittera plus. Sur le moment, elle s'est tout de même demandé ce qu'il voulait dire, hein. Et après ce qu'il vient de dire dans ce cauchemar, eh bien, elle va parler à son mari de cette histoire-là, en lui demandant s'il a une idée sur le sujet. Et il va lui répondre qu'un réservoir largable est un réservoir de carburant supplémentaire que l'on plaçait sous le ventre des avions pour augmenter leur rayon d'action. Inutile de préciser que Bruce Leninger n'a pas manqué, lui aussi, d'être étonné que son petit garçon tienne ce genre de propos à son âge, alors que personne n'a évidemment parlé de ça devant lui. Comment est-ce possible? Et il va bientôt le comprendre, car 1 mois et demi plus tard, les cauchemars à répétition vont recommencer de plus belle. En attendant, James continue de jouer avec son petit avion miniature, il rit aux éclats lorsque son père lui fait regarder des vidéos de meetings aériens. Et au début de l'année suivante, il va se passer un incident bien précis. Les Leninger se rendent à Dallas, comme ça arrive souvent, puisqu'ils y ont vécu, ils viennent de là. Puis il y a des membres de leurs familles respectives qui vivent toujours là-bas. Et pour amuser James, Bruce va décider de l'emmener au musée de l'air de la ville, parce qu'il a l'air d'aimer les petits avions. Donc le gamin va être ébloui par les avions qui sont exposés dans le musée, puis ils vont arriver dans une partie du musée où se trouvent des avions qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment des vieux Mustangs de type Spitfire et Wildcat, et il semble fasciner le gamin. Il veut les approcher, et Bruce lui dit: bon, et on va pas y passer la nuit, allez, on continue. Quelques minutes plus tard, James va lui lâcher la main et retourner voir les vieux coucous. Lorsque son père va le rattraper et lui dire qu'il a d'autres avions à voir et qu'il faut avancer, l'enfant va piquer une colère absolument terrible. Il pousse des cris déchirants. Du coup, la visite va durer un peu plus longtemps que prévu. Les semaines vont passer, les cauchemars vont se multiplier, cette fois à raison de 4 à 5 par semaine.
Ça fait beaucoup. Dans le même temps, Andrea et Bruce vont constater que James est désormais pris d'une curieuse manie. Il détruit un à un les petits avions miniatures qu'on lui offre en les fracassant sur un coin de bureau ou un coin de table. En fait, il écrabouille spécifiquement leurs hélices ou les leur arrache. C'est quand même curieux. Quelque temps plus tard, Bruce Leninger va partir en voyage professionnel. Sa femme va l'accompagner évidemment à l'aéroport. Et James se trouve dans son siège bébé à l'arrière. Et voilà qu'en voyant les avions qui atterrissent et qui décollent sur l'aéroport, eh bien, il va soudain se mettre à hurler: «L'avion de papa s'écrase, il y a le feu!» Vu qu'il n'arrête pas de hurler ça, son père va se fâcher et va lui dire avec fermeté que les avions ne tombent jamais. Ça s'écrase pas. Inutile de vous dire que cette histoire l'a mis un petit peu mal à l'aise car il aime déjà pas trop les voyages aériens, mais là, c'est quand même assez inquiétant. Et il a beau essayer de calmer son petit James, bah lui, il va pas arrêter le gamin, il va continuer de hurler la même phrase en boucle. À la fin du mois de juin, Bruce Leninger va de nouveau prendre l'avion, cette fois pour rejoindre le New Jersey. En fait, il va assister à la remise des prix et des diplômes annuels de ses 3 enfants qu'il a eu d'un premier lit. Et voilà que, bah, retour à l'aéroport avec madame au volant, et l'enfant à l'arrière, et la même pantomime va recommencer, comme à la fois précédente. Et James va clamer encore: «L'avion de papa s'écrase, il y a le feu!» Ça commence à faire beaucoup. Bruce Ledinger va lui rappeler que les avions ne tombent pas et qu'il n'y a pas le feu et qu'il n'y aura pas d'accident, qu'il n'a rien à craindre, papa va bien. À l'occasion d'un nouveau cauchemar, sa mère va enfin parvenir à saisir ce qu'il dit, ce qu'il marmonne. Et en fait, qu'est-ce qu'elle va entendre? L'avion de papa s'écrase, il y a le feu. Elle en est toute retournée, car elle voit à ce moment-là son fils se débattre sous ses couvertures dans le lit. Et elle se demande, ce qui se passe, quoi. Et surtout, il va avoir une drôle de position, il a l'air de taper comme s'il y avait le feu pour éviter des flammes, quoi. Donc elle va aussitôt le réveiller pour que le cauchemar cesse. Dès ce moment, elle va tenter de le détourner de sa passion pour les avions. Elle se dit: «Il y a un truc qui va pas avec ça». Donc on va plus lui montrer de vidéos de meetings aériens, on va le limiter dans les avions miniatures, qui sont d'ailleurs, tous à peu près fracassés au niveau de l'hélice, et on va les remplacer peu à peu par des petites voitures, on va lui acheter un petit camion, bon, Andrea va penser à lui acheter un petit train aussi avec des rails, une petite gare, une loco, ça va lui changer les idées. Mais ça ne mettra pas fin au cauchemar. Le début de l'été va être pénible. Les époux Leninger n'en peuvent plus d'être réveillés quasiment toutes les nuits. En fait, ils sont épuisés du fait du manque de sommeil. Ce qui semble assez étrange quand même, c'est que le gamin, le lendemain matin, bah, il est frais comme un gardon. Il semble pas du tout affecté. Et chaque matin, il se réveille pleine forme, joyeux, de bonne humeur, comme s'il ne s'était rien passé. Le vendredi 11 août 2000, ça restera gravé dans la mémoire d'Andrea. Dans l'après-midi, elle chante une jolie comptine où il est question d'une petite pomme, et c'est alors qu'au beau milieu de la chanson, le gamin va lui dire: «Maman, le petit bonhomme fait comme ça!» Et aussitôt, il se met sur le dos et il fait mine, avec des coups de pied dans le plafond, en fait, il a l'air d'être coincé à l'envers dans un habitacle, donc il essaye de sortir. Et il s'agite et il finit par s'exclamer: «Oh! Oh! Oh! Peut pas sortir!» Bon. Andrea Leninger va alors lui demander qui est ce petit bonhomme dont il parle tout le temps, et il va répondre: «Moi». Elle va alors courir chercher son mari qui est dans une pièce voisine. Bruce demande à son tour à son fils qui est le petit bonhomme. Il va prendre la pause et s'agiter comme s'il tentait de s'échapper, il refait les mêmes gestes, on dirait qu'il essaye de s'échapper de quelque chose, et il lui dit: «Le petit bonhomme, c'est moi». Bruce va alors l'interroger sur ce qui est arrivé à son avion. Il rentre dans le jeu. Et le gamin va répondre qu'il est tombé en feu. Quand Bruce va lui en demander la raison, il dira qu'on lui a tiré dessus. Son père va lui demander qui a fait ça. Il va le prendre de très haut, là. La question a l'air idiote. Et il va répondre à son père: les Japonais. Inutile de préciser que papa et maman, les ninjas, ne vont pas en revenir. Qu'est-ce que ça veut dire? Où donc leur petit gamin, si petit, puisqu'il n'avait même pas 2 ans et demi, et a pu aller chercher une histoire pareille? Ils n'ont jamais évoqué un tel sujet devant lui, eux ni personne d'ailleurs.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que la nuit qui va suivre, bah, le petit gamin, il va dormir sur ses 2 oreilles, il va pas se réveiller de la nuit, tout va bien. Le lendemain, une de ses tantes maternelles, qui est venue passer, un petit moment, à Lafayette, va interroger, le petit pour lui demander, ce qui s'est passé la veille. Comment il sait que ce sont les Japonais qui ont tiré sur son avion? Et il va répondre: «Le grand soleil rouge». On sait que l'emblème qui figure sur le drapeau japonais et qui était représenté sur les carlingues des avions japonais durant la Seconde Guerre mondiale est un soleil rouge rayonnant, comme celui que vous voyez sur le drapeau. Ce sera encore une surprise. Mais comment il sait ça? L'une des sœurs d'Andrea, qui s'intéresse un peu à ce qui sort de l'ordinaire, commence à dire que c'est peut-être des réminiscences d'une vie antérieure. Bruce Leninger, qui a des valeurs chrétiennes, dit qu'il ne peut pas en être question, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, le monsieur est pragmatique, absolument pas convaincu, mais en attendant, il s'explique pas de quoi il retourne avec le petit. C'est quand même bizarre, ça n'a pas de sens. Et puis voilà que quand on va raccompagner la tante à l'aéroport, on va entendre James dire cette fois: «L'avion de tante Gigi s'écrase, il y a le feu!» Après cela, le couple va tenter d'en savoir un peu plus. Bruce va demander à son fils de quel avion il s'agit. Et le bambin va répliquer du tac au tac: «C'est un corsaire!» Et effectivement, ce type d'avion chasseur était utilisé par les Américains durant le dernier conflit mondial. Inutile de préciser que Bruce Leninger va se pincer pour y croire, et lorsqu'il va demander d'où il a décollé au petit garçon, eh bien James va lui répondre que c'était d'un bateau. Et quand il va lui demander de quel bateau il s'agissait, il dira simplement Natoma. Son père va lui faire remarquer que le Natoma, c'est plutôt un nom de bateau japonais. Mais les sourcils froncés, le gamin lui répliquait que non, c'est américain. Et lorsque Bruce lui demandera, puisqu'il est le petit bonhomme de cet avion, il doit bien avoir un nom, lui, le petit bonhomme. Comment s'appelait-il alors? Et James répondra simplement James. Comme il va commencer à s'énerver, à s'agiter, ses parents vont le calmer et puis vont aller le coucher parce que c'est l'heure. Lorsque Bruce va faire des recherches sur le net, parce que ça commence à l'intriguer, il va quand même vérifier, bah, il va essayer de trouver, en tapant le mot Natoma, ce qui sort sur le bateau. Et qu'est-ce qu'il va découvrir? Bah, qu'effectivement, il y a un porte-avions qui a participé aux opérations navales américaines menées dans le Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale, qui s'appelait le Natoma Bay. Le gamin lui a donc pas raconté de salade. Cependant, cela ne résout pas l'énigme et ça a plutôt tendance à la compliquer. Comment un enfant aussi jeune peut-il être au fait de telles choses? Bruce Leninger, qui est de nature sceptique, n'en revient pas. C'est quoi cette histoire? Au début du mois d'octobre, Andrea va réaliser que son fils a désormais une nouvelle manie. À peine l'a-t-elle sanglé dans son siège bébé qu'elle le voit faire des gestes étranges. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait mine de saisir quelque chose qui se trouve face à lui, il place ça sur ses oreilles, il tend les bras vers le haut, semble ramener quelque chose d'invisible devant son visage, un peu comme s'il ramenait devant lui la visière d'un casque. Un soir de ce même mois, lorsque Bruce va lui dire bonsoir, eh bien, il lui dit: «Tu rêves pas, hein, t'inquiète pas, tout va bien». Et James va lui répondre que le petit bonhomme s'appelle James. Son père va le taquiner et lui dire: «Mais c'est toi qui t'appelles James». Et le gamin va lui répondre sérieux comme un pape: «Le petit bonhomme aussi, il s'appelle James». Et les ninjas vont rester interloqués. Ils vont alors lui demander s'il se souvient de son nom de famille. Et il dira que non. Alors ils vont tenter de savoir s'il peut leur dire si quelqu'un se souvient de ce James dont il parle. Du tac au tac, il va répondre Jack. Alors ils vont lui dire: «Bah, Jack comment?» Et le gamin répond Jack Larsen. Bon, c'est quoi cette histoire? Ça devait être un pilote comme lui, puisqu'on marche maintenant dans la combine du gamin. Bruce Ladinger va repartir sur le net. Il va trouver des Jack Larsen. Bon, ça, il y en a un paquet, hein, mais bon, il y en a tellement que c'est autant trouver et chercher à trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc, ça va pas aller plus loin. Mais durant des mois, il va fouiner et c'est pas aisé sur le net,
en l'an 2000, hein. On n'a pas du tout le moteur de recherche aussi efficace qu'aujourd'hui. C'est donc très compliqué de trouver une réponse. Entre-temps, une de ses belles-sœurs, va lui offrir un livre, écrit par une certaine Carole Baumann. Ça s'appelle «La vie antérieure des enfants» et ce livre évoque des cas d'enfants, qui auraient des vies antérieures dont ils se souviendraient et il donne des conseils aux parents qui auraient un petit gamin ou une petite gamine, qui dirait des drôles de trucs qui font penser à des vies antérieures. Et le temps va passer. Plus d'un an et demi a passé depuis que James a commencé à faire des allusions à son ancienne vie de pilote. Et voilà qu'un jour que son père feuillette un livre sur la bataille d'Iwo Jima, qu'il veut offrir à son beau-frère à son beau-père d'ailleurs pour Noël. Il regarde les images du livre et le gamin regarde aussi. Et tout d'un coup, il pointe son doigt sur une photo et déclare: «C'est là que mon avion est tombé». Il a dit très exactement: «C'est là que mon avion, il est tombé». Bruce l'interroge, il va en savoir un peu plus. Le petit va répondre que c'est là qu'on a tiré sur son avion et qu'après cela, il est tombé. Et là, c'est un point d'information pour Bruce. Donc il va se mettre à chercher. Et il va découvrir avec stupeur que le porte-avions Natona Bay avait participé à cette fichue bataille d'Iwo Jima en mars 1945. Donc là, il se dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que j'essaye de trouver, quelque chose de tangible» et il va penser aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et il va trouver une association qui s'appelle Natona Bay et une autre dédiée aux marins et aux pilotes de chasse, des navires d'escorte. Donc comment fait-il pour se présenter? Il peut pas dire: «C'est mon gamin, qui raconte des trucs bizarres». Donc il va dire qu'il a envie d'écrire un livre sur le Natona Bay et c'est ainsi qu'il va pouvoir obtenir des informations par un vétéran qui a participé aux opérations menées par les Américains dans le Pacifique dans les années 40. Dans un premier temps, son interlocuteur, qui était à cette époque un ancien pilote et un opérateur radio sur le porte-avions, va lui dire qu'à sa connaissance, il n'y avait pas de type, d'avion, des corsaires, il n'y en avait pas. C'était, seulement des Wildcats et des Avengers. Ça commençait plutôt mal. Ceci jusqu'à ce que Bruce Ledinger ait l'idée de lui demander si par hasard, il se souviendrait du nom d'un pilote qui s'appelle Jack Larsen. Et son interlocuteur va lui répondre immédiatement: «Mais oui. Mais oui, 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 je m'en souviens très bien de Jack Larsen. Mais on ne l'a jamais revu». Bruce Ledinger reste abasourdi. Ainsi, ce pilote existait bien et les rêves que fait son fils ne semblent pas être autre chose que des souvenirs d'une autre vie. Il semble vraiment avoir vécu ça, le gamin, et ça lui colle un choc absolument épouvantable. Et durant ce temps, le petit James est de plus en plus fou d'avion. Du coup, ses parents lui ont offert un bel avion à pédales pour qu'il s'amuse dans le jardin. Il passe donc son temps à tourner dans le jardin en faisant des vroom vroom et en hurlant de joie. Tout va très bien. De son côté, Andrea Leininger a pris contact avec l'auteur Carol Baumann qui va lui conseiller d'expliquer clairement à son fils que dans ses rêves, il revit une situation qu'il a vécue il y a longtemps, mais que maintenant tout cela est bien terminé et qu'il ne faut pas qu'il ait peur. Elle va également lui recommander de l'inviter à parler, mais sans orienter. Hein. Andrea ne doit pas mentionner de détails précis afin de ne pas influencer son fils. Lorsqu'en suivant ses conseils, Andrea Leininger va expliquer à James ce qu'il voit dans ses cauchemars, c'est une situation passée, qu'il n'est plus maintenant en danger, ni dans un avion en feu, qu'il est dans son lit, qu'il n'a rien à craindre, eh bien les cauchemars vont diminuer sensiblement. Ça ne va plus se produire qu'1 ou 2 fois par semaine. C'est un grand soulagement pour les parents, comme vous en doutez. En revanche, la passion du petit garçon pour les avions ne va pas baisser d'intensité. Le gamin va demander à continuer qu'on lui passe des vidéos de meetings aériens mettant en scène des avions datant de la Seconde Guerre mondiale. On va l'emmener aussi voir des meetings pour de vrai, ceux des Blue Angels. Alors la patrouille des Blue Angels aux États-Unis, c'est une patrouille acrobatique de l'US Navy et je peux vous dire qu'ils font des choses absolument fabuleuses. Donc le gamin est évidemment fasciné. Après le meeting, il va demander à parler au pilote. Bon là, à ce moment-là, il a à peu près un peu plus de 3 ans. Et les pilotes sont amusés parce que le gamin leur pose des questions absolument précises qui n'ont rien à voir avec les questions que les mômes de son âge leur posent habituellement. Parfois, James va aussi avoir des attitudes étranges. On va le surprendre un jour en train de se mettre au garde à vous sous la véranda
et faire le salut militaire tout en déclamant d'une voix forte: «Je vous salue et je n'oublierai jamais. Et maintenant voici mon coup». Et on n'en saura pas plus. Durant cette période, on le verra souvent faire des saluts militaires, vêtu du beau t-shirt des Blue Angels que son père lui a offert. Il va commencer aussi à baptiser des petites figurines de GIs que ses parents lui ont offert. Et c'est des noms plutôt désuets qui vont surprendre les parents. Bon, son ours, ils veulent l'appeler Balthazar, mais les GIs, ils les appelaient Léon ou Billy. Vous savez, c'est comme des poupées Barbie, mais en GIs. À l'été 2001, il va se mettre au dessin. Ce seront d'abord des gribouillages qui deviendront rapidement plus explicites. On distinguera clairement maintenant des avions à hélices, des batailles aériennes, des tirs de balles, des explosions et même des chars d'assaut, comme vous pouvez le voir sur le dessin. C'est le gamin qui a fait ça, hein. Il précisera que les avions sont des Wildcats et des Corsaires. Il va également donner des noms des avions japonais, en précisant que les prénoms de filles sont attribués aux bombardiers et que les prénoms de garçons sont des chasseurs qui portent ces noms-là. Vérification faite par Bruce Leninger qui ignorait totalement cela, le gamin a raison, les Japonais pratiquaient ainsi en effet. Ce qui va intriguer les Leninger, c'est que James signait parfois ses dessins James 3, comme vous pouvez le voir sur ces dessins-là. Lorsqu'on lui demandera la raison, il dira: «Parce que je suis le troisième James, je suis le James numéro 3». Lorsqu'on lui demandera de préciser, on ne parviendra pas à en obtenir davantage. Un jour, Carol Bowman va téléphoner à Andrea Leninger pour lui proposer que James puisse participer à une émission de télévision consacrée à des enfants se souvenant de leur vie antérieure. Peu après le 4e anniversaire de James, le projet va prendre forme. La productrice de l'émission Mystère inexpliqué, qui est d'ailleurs d'origine indienne et qui croit à la réincarnation, va vouloir s'entretenir avec le petit. Donc elle va se déplacer jusqu'à Lafayette et lui fera raconter son histoire. Lorsque James lui déclarera que son avion était un Corsair et qu'elle lui demandera de le décrire, il va aller tout de suite chercher un livre dans la bibliothèque de son père et lui montrer la photo d'un Corsair qui se trouve dans le bouquin. Et il va lui dire à la dame: «Ça, c'est un Corsair, leurs pneus crevaient tout le temps et ils partaient toujours vers la gauche quand on décollait». C'est durant l'année de ses 4 ans également que le bambin va décider de reconstituer une sorte de cockpit d'avion dans l'un des placards du bureau de son papa. Il va poser son ancien siège bébé qu'il n'utilise plus sur une grande caisse en plastique, vous savez, pour mettre les archives. Et puis à l'aide d'objets divers, de consoles, de mini-volants, de téléphones, enfin des jouets d'enfants pour la plupart, il va reconstituer un très curieux tableau de bord. Il a aussi récupéré un vieux casque de chantier qu'il pose sur sa tête de temps à autre, ainsi que de vieux toiles des sacs de toile, des vieux sacs, et qui feront office de parachute. Et son père, qui travaille parfois dans son bureau, va le voir désormais entrer dans le placard, fermer la porte. Peu après, il entendra des vroom vroom, signe que le petit est en train de faire décoller son avion. Et puis des fois, il va l'entendre dire quand même des choses très techniques du genre: «Roger, 0 à 6 heures, tire». Croche pour un gamin de 4 ans. Et ça, c'est évidemment le signe que le combat aérien a débuté. De temps à autre, la porte du placard s'ouvrait violemment et James roulait sur le sol emmêlé dans ses sacs de jute. Première fois que ça va se produire, Bruce va lui demander ce qu'il fabrique et si ça va. Sérieux comme un pape, James va se redresser et va lui dire qu'il vient de sauter en parachute car son avion a été touché. Bon, son père va continuer de l'emmener de temps à autre au meeting aérien des Blue Angels parce qu'il adore ça, le gamin est aux anges. C'est sûr que c'est bien mieux que les vidéos qu'on lui passe dans le poste de télé, hein. Il regardait ça pratiquement tous les jours d'ailleurs. Et bien sûr, il voudra comme toujours parler aux pilotes. Et un jour, les pilotes vont rester sidérés lorsqu'ils vont l'entendre répondre à l'un d'eux qui vient de lui demander ce qu'il va faire quand il sera grand. «Je veux piloter un F-18 Super Hornet et après je serai un Blue Angels, le charognard». Il faut savoir que dans une formation acrobatique, le charognard, c'est l'avion qui se trouve derrière le leader, l'avion leader. Et pourquoi le charognard? Parce qu'il reste vraiment dans son axe et il poursuit. Et il se peut d'ailleurs que c'est cette fois-là qui lui fait le petit cadeau de se mettre au collant d'un avion comme vous le voyez sur la photo. En tout cas, je peux vous dire, vous voyez sa tête, il est ravi. Le tournage de l'émission de télévision va débuter à cette même période. James sera d'abord filmé sur un tarmac à côté d'un Corsair.
qui est celui dans lequel il prétend avoir perdu la vie. Et on va le voir spontanément tourner autour de l'avion pour en faire l'inspection. Il va pousser l'hélice, examiner les points névralgiques de l'avion. Il va se montrer à ce moment-là, à la grande stupeur de toute l'équipe de tournage, aussi précis qu'un pilote professionnel, examinant son appareil avant le décollage. Et en repérant la crosse d'arrêt du corsaire, il va expliquer que c'est là qu'on peut déterminer si c'est un avion qui appartient à l'aéronaval. Cette crosse permet en effet de saisir, vous savez, le câble sur le pont pour que l'avion s'arrête net, sinon il part dans la mer. En tâtant les pneus de ses petites mains, il va expliquer avec sérieux que les pneus des corsaires avaient tendance à éclater à l'appontage du fait de la pression intense quand ils se posaient. Et alors là, tout le monde est scotché parce que quand même, le petit blondinet, il a 3 pommes, c'est un petit lilliputien à côté du corsaire et il parle comme un pro. Ouais, et ça a été filmé. Lors du tournage qui va se dérouler dans la maison familiale, un curieux incident technique va se produire. Alors ça, on est dans le paranormal, là vous allez voir. Alors qu'on vient demander au papa Bruce ce qu'il pense de la réincarnation, le preneur de son va annoncer soudain que sa batterie électrique est à plat. Bon, donc il veut changer de batterie et tout ça, eh ben ça marche pas non plus. Mais pire encore, au moment où la question va être reposée à Bruce, les ninjas, une vis qui maintient la grosse caméra de tournage va soudain se briser et la caméra va se fracasser par terre. Donc le tournage est terminé. Mais juste dans la foulée, un poste de télévision va s'allumer tout seul dans la pièce d'à côté. C'est quand même bizarre. Finalement, Bruce, les ninjas ne donnera pas son avis sur ce qu'il pense de la réincarnation. Inutile de vous dire que ça l'arrangera beaucoup, parce qu'il y croit pas, et puis il a des principes religieux, il n'aime pas mentir. Donc le tournage va s'arrêter là, et puis finalement il reprendra pas. Pourquoi? Parce que la production va estimer qu'il n'y a peut-être pas d'éléments suffisamment probants. Donc Bruce Leninger était un sceptique. En fait, la réincarnation, ça le dérangerait. Vous allez comprendre pourquoi. Il voulait avant avoir des preuves tangibles de tout ça. Il n'est pas convaincu, il résiste. Mais je vous expliquerai pourquoi il résiste. Alors il va se rendre quand même, il va continuer à chercher justement ces preuves tangibles, et c'est ainsi qu'il va se rendre à une réunion d'anciens vétérans du Natoma Bay qui se tient à Santiago, en Californie. Et là, il va rencontrer un retraité qui en fait, en quelque sorte, c'est un certain DeWitt, il est en quelque sorte l'historien du Natoma Bay. Donc il va demander à ce monsieur s'il connaît, si le nom de Jack Larsen lui dit quelque chose. Et la pêche va être bonne, si je peux dire ainsi. Bah oui, Jack Larsen existe, lui dit l'historien, et il vit à Springdale, en Arkansas. Bruce, quand on lui avait dit qu'il avait disparu, c'était dit il est mort. Bah pas du tout, il est toujours bien vivant. En fait, si on ne l'avait pas revu sur le Natoma, c'était tout simplement parce qu'il a été affecté ailleurs. Donc il va téléphoner à ce monsieur, qui va l'inviter à venir le visiter dans l'Arkansas. Et ce qu'il va apprendre, Bruce Leninger, encore durant cette réunion d'anciens combattants, c'est qu'aucun corsaire ne décollait jamais, n'a jamais décollé du Natoma Bay. Bon, je ne pouvais pas avoir de la chance surtout. Donc il va avoir beaucoup de documentation qui va être fournie par l'historien de l'association, et il va découvrir qu'un certain pilote portant le nom de James Houston Jr. a bien été abattu lors de la bataille d'Iwo Jima, le 3 mars 1945. Il sera d'ailleurs le seul pilote du Natoma Bay à avoir perdu la vie lors de cet affrontement. Alors inutile de vous dire que Andrea Leninger est aux anges et qu'elle est persuadée maintenant que ce James Houston Jr., que son mari a repéré dans la liste des morts du Natoma Bay, pourrait bien être le pilote auquel son fils fait allusion dans ses cauchemars et auquel il s'identifie. En fait, ça sera plus compliqué que ça. En effet, ce James Houston n'est pas décédé lors d'une mission menée le 3 mars 1945 au-dessus de la base japonaise d'Iwo Jima, mais à près de 300 km de là, lors d'une mission sur un autre endroit, sur un archipel, et l'endroit s'appelle Chichi-jima. Il y a un autre détail aussi qui est gênant, c'est qu'on sait que ce pilote, James Houston, ne volait pas sur un Corsair, mais sur un FM2 Wildcat. Bruce Leninger va donc faire le voyage jusqu'en Arkansas afin de rencontrer Jack Larsen.
Et il va découvrir que ce pilote a encore l'esprit vif, il va être très chaleureusement reçu par lui et son épouse, qui vont le retenir à dormir d'ailleurs. Il partira que le lendemain. Et en l'écoutant, Bruce Leninger en apprendra beaucoup sur la vie du Natoma Bay et sur celle des pilotes. Il saura aussi que Jack Larsen faisait partie de l'escadron qui a bombardé Chichi-Jima le 3 mars 1945 et que James Houston Jr. volait en queue d'escadron. C'est à son retour sur le Natoma Bay qu'il a appris, en atterrissant, après l'atterrissage, que son ami James n'était pas rentré. Donc Bruce va être hébergé par le couple, et sans entrer dans le détail, il va dire à l'ancien pilote que s'il s'intéresse à tout ça, c'est qu'il y a une raison, c'est pas d'écrire un livre, mais c'est qu'il a un gamin de 4 ans qui est passionné par les avions de la Seconde Guerre mondiale, et qu'il sait parfaitement distinguer un corsaire d'un Avenger. Jack Larsen va lui faire alors un cadeau à l'attention du petit James, un casque de vol avec ses lunettes de protection doté d'un masque à oxygène, et il va lui dire qu'il le portait le jour où James Houston n'est parvenu de sa mission sur Chichi-Jima. Quel beau cadeau. Inutile de préciser que lorsque le petit James recevra ce superbe cadeau, il va faire des bonds de joie, il s'en coiffera comme un pro, il passera la plupart du temps avec son casque sur la tête. L'historien du Natoma Bay enverra à Bruce un colis qui va comprendre de nombreux documents. Et parmi eux, il y a un compte-rendu de la mission du 3 mars 1945 où il est question de James Houston. Il est mentionné que même si personne n'en a été directement le témoin puisqu'il volait en queue d'escadron, le Wildcat piloté par le lieutenant James Houston a apparemment été touché par un tir de batterie anti-aérienne et que son avion a plongé dans l'eau à la sortie du port en explosant au moment de l'impact. Mais, faute de témoins, personne n'a jamais su vraiment ce qu'il s'était passé et comment James Houston avait perdu la vie. Par l'historien de l'association, Bruce Leninger saura que le père de ce pilote a cherché vainement son fils pendant des années, et puis un jour, il est mort, donc c'est resté comme ça. Il ne saura jamais, ce monsieur, ce père, Houston ne saura jamais comment est parti son fils. Et puis, il va se passer un événement pour le moins singulier, un petit peu plus tard, qui va interpeller Bruce et Andrea Leninger. Un jour que James est dans le jardin, a aidé son père à ramasser des feuilles, des bouts de branches, il y a eu un ouragan, donc il faut nettoyer le jardin. Bruce va l'embrasser et lui dire qu'il est heureux de l'avoir comme fils. Et James va alors le regarder droit dans les yeux et va lui lancer une phrase curieuse. C'est pour ça que je t'ai choisi. Je savais que tu seras un bon papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Son père lui demande de répéter ce qu'il vient de dire et James va alors répondre d'une voix qui semble mature. Quand je vous ai trouvé, maman et toi, je savais que vous seriez gentil avec moi. Interloqué, il veut en savoir plus, il va lui demander où il les a trouvés. Et le gamin va lui répondre du tac au tac que c'était à Hawaï. Surpris, Bruce lui dit qu'ils ont été tous les trois en vacances l'année d'avant. Mais il saisit pas ce qu'il veut dire. Alors le gamin va préciser. C'était pas quand on était tous ensemble, c'était juste maman et toi. Bruce Leninger lui demande de préciser et de lui dire où il se trouvait. Et il va répondre que c'était dans un grand hôtel rose, en soulignant que c'était le soir sur la plage et qu'ils étaient en train de dîner ensemble. La réponse le laisse pantois. Comment peut-il savoir tout cela? En 1997, Andrea et lui étaient effectivement partis à Hawaï pour fêter leur 5e anniversaire de mariage. Ils avaient séjourné dans un hôtel qui s'appelait le Royal Hawaiian, et il avait les murs roses, et c'était sur le bord de la plage de Waikiki Beach. Et pour la première soirée, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient dîné aux chandelles sur la plage, au clair de lune, et c'était juste 5 semaines avant qu'Andrea Leninger ne se rende compte qu'elle attendait un enfant, le petit James. Intéressant, non? Cette fois, Leninger est vraiment bouleversé. James ne peut en aucun cas savoir tout cela. Il va aller se confier à Andrea, qui sera aussi bouleversée que lui, évidemment. Et en même temps, elle croit à la réincarnation, donc finalement, ça l'étonne, ça la bouleverse, mais pas plus que ça, hein. C'est après tout un élément supplémentaire qui met de l'eau à son moulin. Et ça va booster Bruce, du coup, dans ses recherches. Il veut en savoir davantage sur ce lieutenant James Houston et les circonstances de sa mort. Et il va avoir raison.
Puisque ce qu'il va découvrir, c'est génial. Il y a eu un témoin oculaire et les chasseurs qui ont été bombardés Chichijima le 3 mars 45 n'étaient pas que des appareils de l'escadron VC-81 qui venait d'une Natoma Bay. Certains appartenaient à un autre escadron, le VC-83, qui venait d'un autre porte-avions. Et c'est précisément un pilote qui a décollé d'un autre bâtiment, un autre porte-avions de la marine américaine, qui a vu l'avion de James Houston se faire abattre. Ce pilote a déclaré que l'avion avait été touché à l'avant par des tirs de batterie aérienne japonaise, qu'il avait explosé en flammes juste avant de percuter la surface des flots. Et ce pilote, rattaché à l'escadron VC-83, suivait des chasseurs de l'escadron VC-81. Et c'est comme ça qu'il avait vu le drame se dérouler. Voilà. Donc Bruce Leninger est content, sauf qu'il n'a pas le nom du pilote. Il faut qu'il le retrouve. Donc il faut qu'il voit des vétérans de ce fameux escadron VC-83. Alors entre-temps, ses parents avaient offert au petit James des petits personnages, des G.I. miniatures dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il avait baptisés Léon, Billy, Walter et James. Bon, il jouait avec eux en permanence, les leaders se demandaient pourquoi il les avait baptisés ainsi. James, on peut comprendre, mais alors les autres? Surtout qu'il n'y avait pas de James, de Léon, de Billy ou de Walter dans leur entourage. Quelle drôle d'idée! Et un jour, Bruce va lui demander pourquoi il les appelle ainsi, ces GIs. Il va répondre du tac au tac que c'est parce qu'il les a rencontrés quand il a été au ciel. Tiens donc, il a même pas acheté un ciel à son père quand il raconte ça. Hein. Et ça va faire sursauter Bruce Leninger. Il va foncer dans son bureau, il va retrouver dans la pile des documents que lui a adressé l'historien de l'association Natoma Bay la liste des pilotes rattachés au porte-avions et qui sont décédés en 44 et 45 lors de la mission dans le Pacifique. Et sidéré, il trouve 4 noms. Ceux de James Houston Jr., celui de Billy Pyler, de Léon Conner et de Walter Devlin. Tous faisaient partie de cet escadron VC-81. Et qu'est-ce qu'il découvre encore? Que Léon Conner est décédé le 25 octobre 1944, Walter Devlin le lendemain, et Billy Pyler le 18 novembre 1944. Ainsi, tout cela était déjà décédé quand le lieutenant James Houston a trouvé la mort le 3 mars 1945 en revenant de bombarder Chichijima. Truc de fou. Dès lors, Andrea Leninger se met vraiment à la bataille, elle aussi à la recherche sur le net. Elle veut retrouver absolument les membres de la famille de James Houston Jr. Et elle va découvrir rapidement que ses parents sont décédés, mais rien d'autre, hélas. Donc elle va se dire, je vais essayer par les 3 autres pilotes. Et elle va finir par trouver une femme qui s'appelle Gwen Conner, qui a côtoyé Léon Conner dans son enfance et s'est mariée avec un de ses cousins. Et cette dame va lui apprendre que ce jeune pilote décédé juste avant de fêter ses 24 ans était un as, qu'il avait été décoré 6 fois pour ses exploits et son courage, et qu'il avait des cheveux blonds. Tiens donc, comme le GIs miniature du petit James. Eh oui, Léon était blond parmi les GIs. Quant à Billy Piller, elle va découvrir, Andrea, qu'il n'est pas mort au combat, mais dure une permission qui lui avait été donnée lors d'une accalmie dans ses combats. On l'avait autorisé à voler sur un bombardier pour se distraire, les loisirs, sauf que l'avion était fragilisé par les assauts qu'il avait encaissés et il s'est crashé en mer. Terminé. Andrea va parvenir également à trouver le plus jeune frère de ce pilote et au téléphone. Celui-là va évidemment évoquer longuement son frère disparu. Et il va en savoir plus sur ce pilote. Et il va découvrir que la figurine Jai que son fils James avait appelée Billy, qu'il faisait dormir sur son oreiller, correspondait bien à un pilote du Natoma Bay. Il avait réellement existé. Restait maintenant à retrouver la famille du pilote Walter Devlin. Et voilà que Andrea, là, elle s'assèche un peu. Et en fait, elle en saura davantage sur ce pilote, Devlin, par un vétéran de l'escadron qui va lui donner les éléments.
et qui va lui apprendre que Walter Devlin était d'origine irlandaise, que les autres pilotes du Natoma l'avaient surnommé Big Red, qu'il avait une ressemblance frappante avec Gary Cooper. Il mesurait 1,95 m, il avait les cheveux roux. Tiens donc! Comme la figurine Walter, G.I.C., du petit James. Intéressant, non? Et lui, ce pauvre garçon, il a connu une triste fin, il savait pas nager et sa hantise, c'était d'être abattu et d'amérir. Et voilà qu'un jour, il rentre de mission avec son bombardier, réserve de carburant complètement épuisée, et l'officier d'appontage du Natoma Bay va lui refuser l'appontage. L'atterrissage d'urgence qu'il a demandé. Donc il fait demi-tour, 200 mètres plus loin, l'avion tombe dans l'eau. À la jumelle, on va sortir du cockpit, il marche, il fait 3 pas sur l'aile, il tombe en avant, c'est terminé, il va se noyer, et c'est comme ça qu'il aura fini. C'est quand même très bête, hein. Voilà. Bon, restait toujours à trouver une piste menant à la famille de James Houston Jr. Dont leur fils pourrait bien être la réincarnation pour les Ninjas. Eh ben, ils vont pas baisser les bras, surtout Andrea. Elle est complètement motivée maintenant. Et c'est ainsi qu'à force d'efforts et de détermination, elle va trouver enfin la piste. Ça va l'amener jusqu'à un journal local de Pennsylvanie, le Brownsville Telegraph, pardon, et elle va avoir un contact avec une femme, une ancienne secrétaire du journal, qui va lui permettre d'échanger avec une femme de la famille Houston, qui va la diriger à son tour vers une certaine Anne Baron Houston. Et celle-là, c'est qui? La petite sœur cadette du lieutenant James Houston. Après lui avoir précisé que son frère était blond, aux yeux bleus, un beau garçon qui adorait voler, obsédé par sa passion des avions depuis sa plus tendre enfance, Anne Baron Houston va lui révéler des détails étonnants. Elle va lui dire en effet qu'elle venait d'emménager dans sa maison de Californie au moment où son frère James, que la famille surnommait Jimmy, a péri dans le Pacifique. Le 3 mars 1945, alors qu'elle s'apprêtait à recevoir de la famille et qu'elle faisait le ménage, elle a soudain eu la sensation que son frère se trouvait dans la pièce. Cette présence était si intense qu'elle se mit à lui parler à haute voix. L'histoire ne dit pas si elle a obtenu une réponse, mais elle a appris par leur père quelques jours plus tard que Jimmy était décédé, porté disparu depuis le 3 mars 1945. Ça l'a bouleversée évidemment, mais ça ne l'a pas surprise. Quelle coïncidence! Anne Baron Houston va envoyer au Leninger divers documents, dont quelques photos de son frère James, l'une d'elles qui était une photo de groupe. Comme vous pouvez le voir, elle le représente entouré d'autres jeunes pilotes. Et en arrière-plan, il y a un avion. Et c'est quoi cet avion? Un Corsair. Après cela, Bruce Leninger va baisser la garde. Bon, bah, c'est sûr maintenant, ça fait beaucoup de coïncidences. Non, c'est Bruce Leninger, je ne sais plus ce que j'ai dit. Enfin bon, Bruce, le papa qui était récalcitrant, la réincarnation, bah, il se dit, ouais, là, non, ça, c'est plus des coïncidences à partir de ce niveau-là. Il commence à admettre l'idée de la réincarnation. Bon, oui, James Houston Jr. pourrait bien être James Leninger. Voilà. Enfin, c'est plutôt le contraire. Bon, s'il a fait autant de résistance, c'est qu'il avait des croyances religieuses, cet homme. Il appartenait à une église évangélique, donc c'est très carré. Et l'idée de la réincarnation le dérangeait profondément parce que ça mettait à mal la promesse biblique du salut et puis le principe même du jugement dernier. Mais enfin bon, à ce moment-là, il n'en est plus là. Il accepte l'idée que son fils puisse être la réincarnation d'un pilote qui a péri durant la Seconde Guerre mondiale. Et ça va lui coller un tel coup qu'il va faire une crise spirituelle et qui va pas durer trop longtemps, mais ça l'a quand même bien achevé, cette histoire. Il a été choqué. Dans ses croyances, ça l'a complètement bouleversé. Pour être honnête, il conservera toujours une part de doute, un doute raisonnable, et il a raison, il faut toujours avoir un doute raisonnable, ce qui lui fera poursuivre ses investigations. En fait, il cherche plus que jamais à retrouver le pilote, enfin la trace du pilote, celui qui a vu de ses yeux tomber le lieutenant James Houston. Le temps va passer, James Leninger est rentré à l'école, une école méthodiste, et un soir ses parents vont l'entendre pleurer. Il le retrouve en train de sangloter tout en dormant. On le prend dans les bras, on le console, il se réveille, on lui dit: «De quoi tu as rêvé mon chéri? Pourquoi tu pleures?» Il se demande s'il a pu le mettre dans cet état, parce qu'il ne s'est rien passé de précis, puis il cauchemardait plus depuis un moment.
Et il n'y a pas de réponse. Le gamin, il dit qu'il se souvient pas, il sait pas. Bon, bah, ils vont comprendre très vite. C'est en réfléchissant, ils vont réaliser qu'on est le 3 mars. Donc, la date anniversaire du décès du jeune pilote James Houston. Faut le faire quand même. Alors, ils sont complètement stupéfaits parce qu'ils n'ont jamais parlé de cette date à leur fils. Donc encore là, c'est très troublant. Quelque temps plus tard, Andrea Leninger va recevoir l'appel d'un homme disant s'appeler John Durham, qui lui dit: Madame, je vous appelle au sujet de Chichijima, suite à un message que votre mari Bruce a laissé 9 mois plus tôt sur un site internet. Et cet homme va dire clairement qu'il a vu l'avion de James Houston Jr. essuyer un tir japonais. C'est la surprise, parce que les Leninger sur les listes données par l'association Nathaniel Ben n'a jamais repéré les noms de ce pilote du nom de John Durham. Il n'y a rien. Et l'homme va lui expliquer qu'il appartenait à un escadron d'appareils qui avait décollé du Sergeant Bay pour aller bombarder les Japonais à Chichijima. Donc c'était pas le même escadron. Voilà. Et donc, il se trouvait à bord d'un Avenger, non pas en tant que pilote, mais il était opérateur radio. Et son avion suivait l'escadron précédent qui venait du Natoma. Et, et voilà. Et donc, il y avait devant eux un avion. Un avion qui a été tiré par un obus japonais. Et ça s'est transformé en boule de feu. Il a vu tout tomber dans les flots. Plus rien n'est resté à la surface à part des ronds concentriques. Voilà ce qu'il a vu. Donc, c'était un indice de plus, quoi. Et alors, ce qu'il a vu, bah, c'est que les débris de l'avion sont tombés à proximité d'un énorme roc qui émerge de l'eau à l'entrée du port de Chichijima. Enfin, c'est pas le port de Chichijima, parce que Chichijima, c'est dans les terres, c'est le port de Fukito ou un truc dans ce goût-là. Enfin bon, c'est la même région. Donc ce rocher, vous voyez, dans l'eau, bah, c'est à côté à la sortie de la baie, que ce rocher émerge. Alors cet homme va préciser aussi que son propre avion a été touché, parce qu'il est revenu pour bombarder, ils ont fait un demi-tour, tous ces avions pour rebombarder à nouveau. Et c'est là que lui s'est fait abattre aussi, il a pris une prune, comme on dit, par les batteries aériennes japonaises, et son avion a été amérir au large. Et bon, heureusement, lui et son équipage ont survécu. Et cet homme, qui donne des éléments extrêmement intéressants, va donner le nom de 3 autres pilotes à Bruce, 3 autres pilotes de bombardier Avenger qui ont vu se crasher l'avion du lieutenant James Houston Jr. C'est ainsi que Bruce va pouvoir rencontrer assez rapidement un certain John Richardson. Le monsieur est affaibli, il est très âgé, et celui-là, par contre, va donner de précieux détails. Il va ainsi dire qu'au milieu des fumées et des explosions de cet enfer, parce que c'était vraiment un enfer sur Terre, hein, eh bien, le chasseur du lieutenant a dépassé son Avenger. Il s'est mis à voler côte à côte au sien. Il va y avoir pendant quelques secondes un échange, un regard. Le pilote du chasseur l'a regardé droit dans les yeux. Et le vieux pilote va dire: nous nous sommes connectés ensemble à ce moment-là. Et aussitôt, il va voir un obus toucher l'avion du pilote qui était en train de le regarder en plein moteur. Il va y avoir une terrible explosion et des flammes qui vont entourer l'avion, qui va aussitôt plonger dans le vide, sans toutefois qu'il l'ait vu se désintégrer à ce moment-là. Et le vieux monsieur va se mettre à pleurer et ajouter: Monsieur Leninger, j'ai vécu avec le visage de ce pilote, ses yeux fixés sur moi chaque jour, depuis que c'est arrivé. Je n'ai jamais su qui il était. Je suis le dernier à l'avoir vu vivant. Très émouvant. Il dira encore que ce visage l'a hanté toute sa vie. Bruce Leninger va alors lui présenter sa photo, cette photo que vous voyez. Le vieillard va immédiatement reconnaître ce visage, il s'agit bien de ce pilote. Il dira qu'il a vu l'avion qui tombait percuter un gros rocher à l'entrée du port, puis avoir aperçu des cercles concentriques dans l'eau. Il n'y avait rien à la surface de l'eau. Bruce Leninger apprendra après cela que John Richardson a téléphoné à la sœur cadette du lieutenant James Houston, donc Anne Baron Houston, et qui va être heureuse comme tout
qu'on puisse lui expliquer comment son frère est mort. Elle se dit qu'il n'a pas souffert. Et peu après, le vieux pilote décédera. Il est vieux, il est mort. Lors d'une autre réunion de l'association du Natoma Bay en Californie, Bruce Leninger va rencontrer deux autres vétérans, qui s'appellent John Provost et Bob Skelton, qui ont vu également l'avion du lieutenant James Houston se faire fracasser par l'obus japonais et plonger dans les flots. Et il va comprendre à ce moment-là, parce qu'ils disent tous que c'est le moteur qui a été touché, l'hélice qui a sauté et tout ça, pourquoi son fils détruit systématiquement les hélices de ses avions miniatures. Ça doit être pour ça. Puis il va y avoir un homme nommé Ralph Claubourg qui va l'aborder en lui disant qu'il était un mitrailleur alors à bord de l'un des bombardiers le 3 mai 1945. Et lui va confirmer également que l'avion de James Houston Jr. a été frappé en plein moteur par l'obus. Ça a fait un éclair de feu, qu'il a vu l'avion virer d'angle et plonger dans les eaux. Quand cet homme avec lequel Bruce Leninger a une relation d'affaires commune va lui demander pourquoi il s'intéresse autant à cette histoire-là, et à ce pilote en particulier, il va dire la vérité. Il va dire, voilà ce qui m'arrive. Et là, on est dans la réunion de vétérans, il y a une grande table, tout le monde écoute, les fourchettes se lèvent, il va y avoir un silence de mort, et Bruce Leninger va raconter l'histoire, ce qui arrive à son fils. Il va rien omettre. Il raconte ce qui s'est passé depuis 3 ans. Il va dire toutes les étapes de ses enquêtes pour vérifier ce qu'il en est exactement, retrouver des témoins. Et à sa grande surprise, nul ne ricane. Nul ne lui fait des remontrances. Au contraire, des langues vont se délier, rapporter des anecdotes nettement paranormales, comme ce pilote John Durham, qui dira qu'à l'heure de son propre crash au large, son avion s'est fait crasher après, eh bien, il s'est dépointé l'épaule, il s'est cassé toutes les dents, enfin bon, bref. Et des membres de sa famille, qui vivaient évidemment à des dizaines de milliers de kilomètres de là, ont entendu souvent un hurlement, un cri, ils ont reconnu la voix de leur frère. Vous vous rendez compte? Il y a une femme qui rapportera que dans la nuit où son fils est mort au Vietnam, donc ça c'est plus tard, elle a fait un cauchemar terrible. Elle voyait son fils blessé, qui hurlait qu'il était en train de mourir. Et cette dame nommée Mary dira à Leninger, Bruce Leninger, qu'elle ne doute absolument pas de son histoire. Après cela, Bruce Leninger va se dire qu'en dépit de ses croyances, ok, ça existe. James est certainement la réincarnation de ce lieutenant, cet autre James. Donc maintenant ça suffit, il a trouvé, on tourne la page. Et c'est à ce moment-là que la productrice de l'émission de télévision qui est tombée en queue de poisson, là, va la recontacter et va lui demander si à tout hasard il y aurait du nouveau dans cette histoire. Est-ce qu'il aurait découvert quelque chose? Et il va tout raconter, évidemment. Donc la productrice est aux anges, allez hop, c'est parti, on va présenter en prime time l'histoire du petit James, pardon, les ninjas. Et en plus, le soir d'Halloween, ça fera encore plus d'effet. Anne Baron Houston, la petite sœur du pilote James Houston, va donner son accord. Et puis alors, Bruce Leninger va être très content parce qu'il a parlé évidemment à son curé, son prêtre, le prêtre de son église évangélique, de cette histoire-là. Eh bien, figurez-vous que le prêtre va lui donner sa bénédiction. Faites cette émission, cher monsieur. Alors là, il est très soulagé, inutile de vous le dire. Et c'est à ce moment qu'Anne Baron Houston va avoir son premier entretien téléphonique avec le gamin, avec le petit James. Et spontanément, le bambin va l'appeler Annie. Exactement comme le faisait son frère James Houston. Il était d'ailleurs le seul à le faire dans la famille. Mais ce qui est encore plus époustouflant, c'est que va y avoir un lien extrêmement proche, comme un frère et une sœur, qui va se tenir en cette vieille dame qui a 86 ans, le gamin qui en a 5, quoi. C'est fou. Et elle va admettre assez vite, cette dame, que ce gamin est bel et bien la réincarnation de son frère. Et pourquoi elle pense ça? Parce que à chaque fois, le gamin lui raconte les souvenirs communs qu'ils ont eu ensemble dans leur jeunesse et dans leur enfance. Truc de fou. Donc elle n'en revient pas. Et ils se parleront souvent au téléphone. Le petit James évoquera avec celle qu'il appelle Annie leurs parents.
Il parle de ces gens-là, qui sont les parents de la vieille dame, comme si c'était les siens à lui. Il va parler de sa sœur Ruth, qu'il appelait Ruth, qui était le seul à le faire aussi comme ça, ce James Houston. Et elle va constater, cette vieille dame, que le gamin de 5 ans, il sait pratiquement toute la famille, quoi. L'alcoolisme du papa, qui brisait tout quand il était ivre, elle ne revient pas. Et le gamin discute avec la vieille dame comme si c'était sa frangine, quoi. Sauf que, bah, il y a une sacrée différence d'âge, hein. Et puis, à un moment, la vieille dame va lui dire: «Ah bah tiens, tu te souviens de notre mère Daryl? Bah, elle était douée pour la peinture». Elle lui dit: «Oui, oui, 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 il y a un portrait. Il y a un portrait de moi». Donc la vieille dame va envoyer le portrait de James Houston au petit garçon, peint par son ancienne maman. Et puis James, dans la foulée, va lui dire: «Beh, ton portrait, Anne, il est passé où?» Et elle fait aussi un portrait, Daryl. Elle dit: «Il est au grenier, ce que» comment il sait ça, quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc elle a tout compris, mais c'est tellement surréaliste qu'elle n'en revient pas. Et elle va lui envoyer un colis contenant un petit corsaire miniature, un petit avion corsaire miniature qui est fait de bakélite. Il y a également dans le colis un petit buste du président George Washington. Ces 2 objets étaient toujours sur le bureau de son frère James. Et James Jimmy, puisqu'elle l'appelait Jimmy familièrement. Et donc, ça va faire évidemment plaisir au gamin. Et elle va rapporter, dans la lettre qui accompagne ces 2 présents, une anecdote intéressante. Elle va dire qu'après qu'elle ait appris le décès de son frère, elle a reçu un appel de Jim Hitzman, qui était un ami d'enfance de son petit frère, et qui lui disait: «Ma mère Lydia a rêvé qu'elle voyait Jimmy qui lui avait dit: "Je suis venue pour vous dire au revoir"». Et Lydia Hitzman a fait ce rêve exactement au moment où James Houston perdait sa vie à Chichijima. C'est un truc de fou quand même. Et il se trouve que le colis envoyé par Anne Baron Houston va arriver alors que l'équipe de télévision est en train de tourner un documentaire sur James. Et lorsque la mère d'Andrea va donner ses cadeaux au petit, évidemment, il saute de joie, il est ravi, mais il va avoir une curieuse réaction. Il va attraper le petit avion en bakélite, là, le Corsair. Il va se mettre à renifler sous toutes les coutures intensément, donc tout le monde est stupéfait, l'équipe de télé, tout le monde regarde, ça filme d'ailleurs. Et son père lui dit: «Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu le renifles comme ça, cet avion?» Et le gamin qui répond: «Il a l'odeur d'un porte-avions d'escorte». Donc Bruce renifle le Corsair en bakélite et là, stupeur et tremblement, bah, il découvre qu'effectivement, cet avion en bakélite a une drôle d'odeur, ça sent le gasoil et la fumée. Donc finalement, l'émission va se faire, elle sera diffusée à la télévision, pas pour Halloween, ce qui soulage un peu Bruce, parce que fête d'Halloween, c'était pas trop son truc. Ça sera diffusé quelques mois plus tard. Et il vient de fêter tout juste ses 6 ans, le gamin, quand ce film va sortir. Il va y avoir un très beau succès en termes d'audience. Il va y avoir quelqu'un qui va regarder l'émission. C'est un certain Bob Gridbolt, qui est un vétéran du Natoma Bay, qui vit à Albuquerque et qui l'a regardé, comme beaucoup d'autres. Et il va téléphoner à la famille Leninger. Et ce pilote que Bruce Leninger connaissait de nom, et qui a été affecté sur le porte-avions Natoma Bay en octobre 1944, va lui dire que lors de la mission de bombardement sur Chichijima du 3 mars 1945, il était l'ailier de James Houston Jr. Il va dire également qu'ils étaient des amis très proches et d'ailleurs que c'est lui qui va renvoyer, qui va rassembler tous les effets personnels, les objets personnels de ce pauvre James pour qu'ils soient restitués à sa famille. Et parmi les affaires de James, il va dire avoir trouvé ce petit avion corsaire en bakélite qu'il a vu à la télévision et que Anne Baron Houston avait envoyé au petit garçon. Donc, ce corsaire en bakélite miniature a bien été sur le Natoma Bay. C'est un truc de fou. Donc, l'énigme de l'odeur dégagée par ce petit avion en bakélite est résolue. C'est fou. Voilà pourquoi il y avait cette odeur.
Greenwald va également apprendre à Bruce Leninger qu'avant d'être affecté sur le Natoma, il avait fait partie, et alors là c'est encore plus intéressant, d'un bataillon d'élite baptisé les Disciples du Diable. Et James Houston Jr. faisait également partie de ce bataillon. Et de janvier à août 1944, ces deux-là, ainsi que quelques autres pilotes qui étaient des as, avaient reçu pour mission de déterminer si les avions Corsair étaient compatibles avec les porte-avions. Et leurs essais qu'ils avaient faits avaient conclu que les Corsaires souffraient d'un défaut de conception qui rendait les appontages difficiles, pour ne pas dire dangereux. Quand vous regardez le nez de cet avion, vous allez voir, le pilote est très haut, le nez est très long. Donc, si vous voulez, vous pouvez pas voir le pont quand vous atterrissez. Vous savez que le pont est trop court, faut pas se louper. Et donc, les appontages étaient très difficiles avec les Corsaires. C'était dangereux puisque c'était trop haut, trop long et tout. Il n'y avait pas de visibilité parfaite pour l'appontage. Les pilotes ne contrôlaient pas leurs appareils, ils voyaient pas le pont, ils atterrissaient au jugé, donc ils se posaient à boum. Et voilà pourquoi les pneus éclataient. Parce qu'ils se posaient trop boum. Et puis, il y avait aussi effectivement un défaut, un autre défaut de conception pour ce type d'avion sur un porte-avions, c'est que le Corsair avait tendance à virer à gauche, comme le disait le petit garçon. Et pourquoi? Parce qu'il avait un couple moteur élevé. Donc les moteurs étaient trop puissants. On met la gomme, vous savez, puis l'avion il décolle. Là, c'était trop puissant, donc au roulage, l'avion il virait à gauche. L'énigme du Corsair est donc enfin résolue, et voilà pourquoi le gamin évoquait si souvent cet avion. Il avait volé sur des Corsaires, il était pilote d'essai finalement. Pourquoi il en connaissait si bien les défauts, puisqu'il les avait testés. Et après cela, Anne Barrow Houston est tellement contente qu'elle va lui faire un cadeau de son frère sur le pont d'un porte-avions au pied d'un Corsair. Et c'est cette photo que vous êtes en train de voir. Voilà. Bob Greenwald va également apprendre à Bruce que James Houston Jr. n'aurait pas dû en principe participer à ce fichu bombardement de Chichijima le 3 mars 1945. En fait, il s'est porté volontaire pour remplacer un pilote qui venait d'être affecté ailleurs. Et Greenwald terminera en disant que James Houston était pour lui non seulement un ami formidable, mais un très grand pilote. En 2004, Bruce Leninger va décider de participer à une réunion de vétérans de l'aéronaval qui se tient cette fois à San Antonio, au Texas. Cette fois, il ne va pas y aller seul. Il va y aller avec sa femme Andrea et James, son fils. En apprenant cela, évidemment, le gamin est aux anges. Il va immédiatement téléphoner à Anne Baron Houston pour lui demander de venir là-bas. Il a fallu qu'il se montre persuadé parce qu'elle a 86 ans, la dame, et elle vient de Californie. C'est quand même pas le voyage facile pour une vieille dame. Et Bruce Leninger a décidé de profiter de l'occasion pour organiser une commémoration à San Antonio. Une cérémonie commémorative en hommage aux hommes qui ont servi sur le Natoma Bay. Il avait évidemment été aidé dans cette préparation par l'historien de l'association du Natoma. Il a tant aidé dans ses recherches. Et évidemment, nombre de participants vont venir vétérans qui veulent absolument assister à cette commémoration, mais en même temps, rencontrer le petit garçon qu'ils ont vu à la télé, qui dit être la réincarnation d'un de leurs camarades de combat. Oui, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Une fois sur place, alors qu'Andrea, Bruce et James et quelques autres préparent la salle de conférence en vue de l'événement, eh bien, un vieil homme va se présenter dans la salle, qui est vide évidemment pour l'instant, parce qu'on prépare. Il est élégant, il est de belle stature, il aperçoit James, le petit garçon. Il se penche vers lui dit: Tu sais qui je suis? Sans hésiter, le petit garçon lui répond: Bah oui, vous êtes Bob Grunwald. Alors là, ça va faire rire le vieux monsieur, qui confirme en effet que c'est bien ça. Il n'en revient pas. Et Bruce lui dit après: Mais comment tu l'as reconnu? Il dit: Bah, j'ai reconnu sa voix. Pas mal. Lorsque la réunion va débuter et que James va apparaître dans la salle, va y avoir évidemment des réactions. Les vétérans ont bien connu James Houston Jr., qu'ils surnommaient eux aussi Jimmy. Et ils trouvent que le petit, effectivement, il a des airs de ressemblance, un visage un peu comme ça. Ils ont vu le reportage à la télé, mais là, il est en chair et en os, évidemment. Alors, il y a des sceptiques quand même encore, parce que c'est tellement gros, cette histoire. Mais bon, tout le monde est troublé quand même par ce petit garçon.
Et puis évidemment, le petit James va rencontrer le fameux Jack Larson. Ils vont se donner une bonne poignée de main comme deux mecs. Et puis les conférences, les discours se succèdent, et James écoute tout ce que disent les vieux pilotes, tout ce qui se dit sur ces événements, avec une attention. Il a 6 ans, il est sage comme une image, il bouge pas d'un millimètre. Il écoute. Et quand il y a l'heure des repas, eh ben, il s'arrange toujours, pour pas rester avec ses parents. Non, non, il fonce pour s'asseoir à côté de ceux qui étaient autrefois les ailiers du lieutenant James Houston. Et puis ceux avec lesquels également ce lieutenant avait, comment dirais-je, eu des forts liens de camaraderie, ce qui est quand même assez étonnant. Et à un moment, Andrea, sa mère, voit qu'il a un petit coup de vague à l'âme, elle vient le voir, elle dit ça va pas? Et il répond je suis triste que tout le monde soit si vieux. Bah oui. Et vient le moment de la rencontre, en chair et en os, avec Anne Baron Houston, qui est venue de Californie. Vous voyez la photo des deux en même temps. Le gamin, quand il la voit, il reste silencieux, il la dévisage avec intensité. Il a peut-être été choqué, parce qu'il a le souvenir d'une jeune femme, si c'est bien une réincarnation. Et la jeune femme, quand il l'a vue la dernière fois, elle avait 24 ans. Et là, il a une mamie devant lui, 86 ans, c'est son arrière-grand-mère. Ça fait un choc quand même, faut comprendre. En fait, ça va le glacer et jusqu'au dîner, il va rester très réservé. Et puis après, ça va aller, vous voyez sur cette photo magnifique, vous avez vu sur cette photo, il y a à nouveau la connivence repasse, l'affection, et c'est à nouveau magnifique, quoi. Et puis alors, dans le musée où l'exposition a été organisée, les conférences, eh bien, James va la visiter, évidemment, avec d'autres vétérans, et puis il repère un camion un canon, pas un canon de 5 pouces. Il aimerait bien grimper dessus, d'ailleurs, et très content, il va clamer à la cantonade, ah, bah, il y avait le même sur le Nathan Bay. Attendant ce qu'il vient de dire, il y a des vétérans qui se rapprochent. Il dit ouais, mon garçon, ok. Bah, tu vas nous dire où? Bah, il dit à l'arrière, il était évidemment à l'arrière, ce canon. Ah, bah, c'était juste, effectivement. Et puis le temps va passer. Et le petit James Leninger va grandir. Il fera encore quelques cauchemars de temps en temps, mais rares. Mais avec le temps, son caractère s'est modifié. Lorsque ses parents veulent le mettre en avant pour des émissions, il va passer dans pas mal d'émissions. Bah, il a plus envie de parler de ça. Sale barbe, il a plus envie de raconter cette histoire. Et quand sa mère va lui annoncer qu'ils sont invités à New York par la chaîne ABC, qui est très connue, et dans cette fameuse émission connue de toute l'Amérique qui s'appelle Good Morning America, bah, il n'est pas enthousiaste. Il veut pas parler, ses parents vont quand même le traîner là-bas, et la chaîne a été avisée qu'il a vraiment pas envie qu'on lui en demande trop. Donc il passera, on va surtout projeter une interview de lui qui a été tournée en 2004, et simplement lui demander comment il va. Et dans le même temps, vous avez une télévision japonaise qui va également se manifester, et la famille est invitée au Japon. Et il faut on l'a invité à participer à une chaîne fait des émissions sur le mystère et tout ça. Les Japonais, ils aiment bien ça. Donc on veut absolument qu'ils viennent dans cette émission très populaire. Si Bruce Leninger est très enthousiaste, bah oui, parce qu'il se dit, moi j'aimerais bien retrouver l'avion. Il y a des plongeurs qui plongent au pied du rocher, puis qu'on aille retrouver l'avion de James. Bon, Anne Baron n'y tient pas du tout qu'on le remonte l'avion, hein. Son frère, il est au fond, puis on n'en parle plus. Bon alors, lui, il est enthousiaste, Bruce, mais Andrea, pas du tout. Parce qu'elle a mal au crâne, elle a des tas de problèmes, elle a des vertiges depuis qu'elle est allée à New York. Elle n'a pas du tout envie d'aller se traîner au Japon, parce que c'est pas la porte à côté, puis elle commence à en avoir assez. Elle sature, maintenant elle a compris, ça va, quoi. Finalement, tout le monde partira au Japon. L'équipe de tournage de la chaîne emmènera la famille jusqu'à Chichijima, qui se trouve sur l'archipel d'Ogasawara, je le dis à tout hasard. Et ça va occasionner quand même, après des dizaines d'heures d'avion, 26 heures de voyage en bateau. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça que ça marche. Et le voyage va être super compliqué, parce qu'il y a un typhon qui passe au large du Japon à ce moment-là. Alors inutile de vous dire que ça a dû secouer un peu. Et en approche de l'archipel, eh bien le gamin, qui a 6 ans et demi maintenant, il veut pas monter sur le pont, il veut rester tout seul dans la cabine. Il va ressortir que quand le bateau va s'amarrer au quai du port de Futamiko,
ces fameux ports que j'arrive pas enfin le nom que j'arrivais pas à prononcer tout à l'heure. Le bateau a longé le fameux rocher où l'avion au feu de James Houston Jr. a dû s'écraser. La famille va avoir un accueil extrêmement chaleureux de la part de la population japonaise. C'est pas un endroit très fréquenté. Les Japonais vont se mettre en 10 pour leur organiser une visite guidée du site. À certains endroits, on voit que encore des camions, des chars, du matériel militaire rouillé. Là, sur la falaise où ils sont en surplomb du port, bah là, vous avez des vestiges rouillés de batteries anti-aériennes et des douilles d'obus, absolument tout. Tout ça, c'est rouillé. Ça témoigne de cette furieuse bataille qui a eu lieu en 44 et en 45. À un moment, James va tirer son papa par la manche, il va lui dire: «C'est ici que les avions ont volé quand James Houston a été tué». Les Leiningers participeront à une cérémonie du souvenir où des gerbes de fleurs vont être jetées à la mer, à l'endroit même où l'avion de James Houston est censé avoir plongé. Bruce Leininger avait souhaité que des plongeurs aillent voir l'épave, comme je vous l'ai dit, mais ceux-là vont refuser de plonger parce qu'il y a encore des courants qui sont liés au typhon, la mer est lourde, donc ils ne veulent pas y aller. Donc à un moment, à côté du rocher, le bateau stoppe ses machines, les caméras filment, parce qu'il y a toute la télé évidemment qui filme les réactions du petit garçon. Son père lui demande comment il se sent, il va répondre du bout des dents et il va cacher son visage, il va se tourner, il veut pas qu'on le filme. Voilà. Lorsque sa mère va le réconforter en lui disant que ça fait partie de la vie et que maintenant il lui faut tourner la page, il va dire simplement: «Oui, c'est le moment de lui dire au revoir». Il va beaucoup pleurer après ça. Il y a un silence terrible sur le bateau. Ceux qui sont là sont émus, y compris ceux de la télé. Il va acheter la gerbe d'Anne Barron qui avait demandé qu'on jette une gerbe à la mer. Et on va l'entendre dire à haute voix: «Au revoir, James Houston, je ne t'oublierai jamais». 6 ans et demi, hein. L'année de ses 11 ans, James Leininger et ses parents vont rencontrer pendant 2 jours le professeur Jim Tucker, qui est un psychiatre rattaché à l'université de Virginie. Et ce médecin est réputé mondialement pour ses travaux sur la réincarnation. Et un peu avant sa mort, en 2007, le célèbre professeur Ian Stevenson, qui occupait jusqu'en 1960 une chaire de psychiatrie précisément à l'université de Virginie, avant de consacrer le reste de sa vie à ses travaux sur la réincarnation, bah, il lui a confié une partie de ses archives. Alors rappelons quand même que Ian Stevenson a quand même répertorié et étudié 14 000 cas de réincarnation. Jim Tucker dira de James Leininger qu'il représente, ce petit garçon représente l'un des cas de réincarnation apparente parmi les plus solides qu'il ait eu à étudier. Et Dieu sait si cet homme en a étudié des cas. La division des études perceptuelles de l'université de Virginie où il travaille, donc il est dans cette division, peut-être la dirige-t-il d'ailleurs, a répertorié, enfin, il y a quelques années, ça date de quelques années, mais déjà il y a quelques années, il y avait 2500 cas très très documentés d'enfants ayant rapporté des souvenirs de vie antérieure. Dans un livre que Jim Tucker va publier en 2013 qui s'appelle Return to Life, eh bien, il va évoquer le cas de ce gamin qui s'appelle James Leininger. Jim Tucker souligne en règle générale que les enfants commencent le plus souvent à faire des déclarations sur leur vie antérieure entre 2 et 4 ans, et qu'en général, ils cessent de parler de tout ça vers 6 ou 7 ans. James Leininger est aujourd'hui âgé de 25 ans. Il préfère se tenir à l'écart de tout ça, et des médias en particulier. L'année de ses 15 ans, il a déclaré à un média que c'est en jetant une couronne à la mer, à l'endroit supposé de l'épave de l'avion de James Houston Jr., qu'il s'est senti comme libéré. Il a ajouté qu'il lui arrive quand même de penser de temps en temps à sa vie d'avant, mais que ça ne gouverne certainement pas sa vie actuelle. Il a la tête sur les épaules. Et ses parents ont publié un livre en français sous le titre Réincarné. Je m'en suis, comment dirais-je, inspirée partiellement. Je crois qu'il y a un film aussi qui a été réalisé sur cette histoire. Enfin bon, bref, c'est quelque chose qui est un petit peu connu, pas tellement en France, mais ailleurs. Il se dit souvent que les réincarnés ont souvent parfois des ressemblances physiques
avec les personnes dans, Ils sont les réincarnations. Eh bien, si vous regardez les photos d'enfants de James numéro 1 et de James numéro 2, quand ils sont tout jeunes, bah, écoutez, il y a quand même, une certaine ressemblance frappante. Quand ils sont grands aussi, mais j'ai pas trouvé des photos, très nettes, du lieutenant. Donc pour le comparer, au jeune homme, c'était compliqué, donc j'ai préféré les photos d'enfants qui étaient plus nettes, où on voit mieux. Donc c'est quand même très troublant ces histoires de réincarnation. Donc je reviendrai peut-être sur des histoires de réincarnation à l'occasion, mais celle-ci, je l'ai trouvée formidable, documentée, j'ai farfouiné un peu partout. Donc c'est pas apparemment un truc, délirant, même si le bouquin des parents est quand même très américain. Voilà. Mais bon, il y a quand même de la matière, il y a de la documentation, il y a une réalité. Voilà. Donc j'espère que tout cela vous a plu. En tout cas, je vous remercie pour ceux qui ont réussi à m'écouter jusqu'au bout, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite encore, bah, une meilleure année que l'année précédente, parce qu'il faut aller toujours dans le bon sens, vous voyez? 23, ça n'a pas été terrible, mais 24, ça ne pourra être que mieux. Il faut toujours rester optimiste. Je vous prépare autre chose en attendant que je peaufine. Et bah, je vous dis encore merci, merci, merci. Et à la prochaine, mes enfants. Amusez-vous bien en attendant. Au revoir.